il n'y a vraiment aucune obligation dans ce sens-là. Et j'arrête, pardon, cette transcription absurde. Voilà, puisque c'est transcrit en anglais. Bref, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour donc la présentation des appels infrastructures résilientes de 2023. Je suis content de pouvoir vous les présenter. Veillez bien à couper votre micro, pardon, je le répéterai, je ne cesserai de le répéter lors de la présentation de ce webinaire. Je suis content de pouvoir vous présenter ces appels à projets qu'on vous présente, alors comme je le disais dans le webinaire précédent, je suis désolé pour ceux qui étaient présents jusqu'avant, puisque je risque de me répéter sur la première partie. On les présente peut-être un petit peu tard par rapport à nos autres collègues et la sortie officielle du programme de travail, puisque le programme de travail a été publié le 8 décembre, je pense, 2023, et nous les présentons fin février. Bon, pour deux raisons principales. Parce que tout d'abord, nous n'étions pas sûrs de pouvoir présenter les appels à projets en décembre, parce qu'il y a eu pas mal de remous du côté du cluster 3. Il y a eu vraiment des différences des positions différentes entre les commissions européennes et les États membres qui ont mis à mal en fait l'adoption du programme de travail pour le cluster 3. Mais au final, on a trouvé un arrangement. Et puis, bon, en même temps, il n'y avait plus vraiment d'urgence pour nous parce que les appels à projets sont à déposer pour le 23 novembre 2023. Donc, ça nous laisse un petit peu un long moment de travail tous ensemble pour présenter ces appels à projets. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler dans ce webinaire de la destination infrastructure résiliente. Nous sommes toujours donc dans le cluster 3. Je crois que vous connaissez aujourd'hui assez bien le programme Horizon Europe, ses principes, ses objectifs et les attendus de la Commission européenne. Donc rien n'a changé, de fondamentalement inchangé à ce niveau-là. Donc l'idée de ces appels à projets, je le répète parce qu'il y a encore peut-être ça peut rester flou, et on est là justement pour apporter des réponses, c'est que ce sont des appels qui sont donc écrits par la Commission européenne, sur laquelle elle attend donc des réponses précises à toutes les questions ou aux questions qu'elle pose dans ces appels à projets. Pour cela, pour répondre à ces appels à projets, il est nécessaire de créer un consortium, c'est-à-dire un groupe d'entités, minimum 3, en général 10. C'est la moyenne, 10, 12. Ça peut aller jusqu'à 20 en fonction de la taille du financement et du consortium désiré. Pour répondre, donc 10, 20 entités pour répondre à l'appel à projet demandé par la Commission européenne. Ce sont des projets qui durent en général 3, 4 ans, qui peuvent avoir 4, 5 millions d'euros en moyenne. Voilà. Des critères que je viens de vous présenter, 3 entités légales minimum dans 3 États membres ou associés, dont au moins une établie dans un État membre. Là, c'est une obligation. Là, c'est la liste des pays associés ou en cours d'association. On vous a mis un lien que vous aurez ensuite dans ce PowerPoint que je vais vous donner, vers la liste complète et actualisée des États associés ou en cours d'association. Voilà. L'évaluation des projets Horizon Europe, vous la connaissez aussi a priori, mais sinon on peut toujours y revenir dans un rendez-vous bilatéral qu'on fait régulièrement. 3 critères, l'excellence, comment est-ce que vous répondez scientifiquement, la qualité de votre réponse scientifique à l'appel à projet. L'impact, comment est-ce que vous proposez avoir un impact réel sur ce qui est attendu par la Commission européenne. Et puis la qualité et l'efficience de la mise en œuvre, c'est-à-dire que comment est-ce que votre consortium va mettre en œuvre, va produire des méthodes de travail qui vont être de nature à pouvoir répondre parfaitement aux attendus de la Commission européenne. Voilà. Pour la Commission européenne, alors ce serait trop simple de dire que tout va bien jusqu'ici, a 3 grandes familles d'appels à projets sur lesquels elle offre des financements. D'abord, les Research and Innovation Actions, qui sont plutôt des recherches en amont, pas vraiment exploratoires, parce qu'on a déjà une idée, un concept un peu défini, mais sur lesquels il y a besoin d'avoir plus de données, d'avoir plus de matière pour pouvoir explorer la faisabilité peut-être d'un projet. Elle propose aussi des actions, des innovation actions, c'est-à-dire que là, on est vraiment plus sur la mise en place. Alors, on en parlait tout à l'heure, peut-être de démonstrateurs, essayer de voir comment est-ce que un dispositif est arrivé à suffisamment maturité pour pouvoir imaginer l'amplifier, le développer au niveau européen. Donc là, on est vraiment sur quelque chose déjà plus aval, mais pas encore sur la mise sur le marché. Ça, c'est quelque chose que la Commission européenne ne finance pas. Et ensuite, des CSA, des Coordination and Support Actions, qui sont des appels qui peuvent être intéressants, moins financés,
moins sur le déploiement d'innovations technologiques, mais plus sur la mise en réseau d'acteurs autour d'une thématique particulière, des achats par exemple, ou une mise en réseau sur un problème ou un autre. Et donc, il peut être intéressant parce que ça crée réseau aussi, ça fait un réseau de participer à ces CSA. Voilà. Euh, Pardon, si ça marche. Excusez-moi, ça ne marchait pas, mais ça a remarché d'un coup. Donc, nous travaillons sur le cluster 3, sécurité civile pour la société, dont les grandes indications sont indiquées dans le plan stratégique qu'on vous invite à lire ou à relire, si ce n'est le cas échéant, qui a été publié par la Commission européenne, dont je vous donne le lien dans une prochaine slide. Que vous pourrez lire. Et donc, 6 grands domaines d'intervention, 6 destinations de la Commission européenne. Et donc, moi, je vais vous présenter ici la destination sécurité et résilience des infrastructures, 9% donc, du budget 2023. Le budget total pour le cluster 3, donc c'est de 159 millions d'euros en 2023. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller pour une question, sinon veillez à bien couper votre micro. Merci beaucoup. Deadline donc, de dépôt des appels à projets, 23 novembre 2023. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps avant de répondre à ces appels à projets. Destination Research, Resilient Infrastructure, par exemple. Préparation et réponse aux perturbations importantes des infrastructures européennes. On peut voir à peu près de quoi il s'agit. Puis également résilience et sécurité des villes. Voilà. Ce sont les grandes thématiques de cette destination. Le webinaire que je vais vous présenter, concernant 2 ou 4 appels, pardon, je ne sais plus bien, se base en fait sur un document qui vous sera communiqué à la suite de ce webinaire, en même temps qu'on rendra accessible à nouveau le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Et on vous présente plusieurs choses qui sont par la suite intéressantes pour vous. Je le rappelle, donc ici, sur chaque appel, on vous met le nombre de projets qui seront financés et l'enveloppe budgétaire. La plupart du temps, c'est un projet qui est financé pour 4 ou 5 millions d'euros. Donc, on vous indique le nombre de projets, l'enveloppe budgétaire par projet. On vous indique si c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, soit une Innovation Action, soit une Research and Innovation Action, soit une Coordination and Support Action. Et ensuite, on vous indique, le cas échéant, s'il est indiqué sur le Work Programme, le niveau de TRL attendu par la Commission européenne. Ici, dans cet encadré, on vous met pardon, le titre de l'appel ainsi que le lien vers l'appel qui est officiellement publié sur le site de la Commission européenne, donc sur lequel vous pouvez regarder in extenso le texte. Et ce qu'on vous propose, nous, c'est vraiment ici, sur cette partie-là, un résumé de l'appel à projet. Ça vous permet, en gros, avec une petite phrase d'accroche et puis un petit résumé, de voir ce sur quoi porte l'appel à projet. Comme ça, quand vous aurez le guide en entier, TRL, Technology Readiness Level, niveau de maturité technologique. Ça vous permet donc ce petit encart de pouvoir lire en diagonale les appels à projets et de pouvoir identifier ceux qui vous intéressent de ceux qui ne vous intéressent pas, ceux qui vous intéressent, donc du coup prendre connaissance du contexte général et surtout cliquer sur ce lien pour aller voir le texte de l'appel à projet. C'est ça qui est important. Donc ici, on vous fait un résumé, puis ici, on vous met le focus sur les points importants à retenir de ces appels à projets et la condition d'éligibilité du consortium, parce que pour les 6 appels sécurité, il y a des critères d'éligibilité. Merci François. Il y a des critères d'éligibilité obligatoires et il est nécessaire, et on l'a vu en réponse l'année dernière, il y a eu quelques dossiers qui ont été rejetés parce que frappés d'inéligibilité parce qu'ils ne devaient pas remplir les critères du consortium. Donc c'est un peu les entités obligatoires à impliquer dans votre projet pour répondre à cet appel à projet. Et ici, ce qu'on vous met en bas, c'est qu'on a repéré, on a effectué tout un travail avec mes collègues du PCN Cluster 3, d'identification de tous les appels à projets qui ont été financés précédemment par la Commission européenne sur cette thématique. Et en cliquant sur les différents liens, vous avez accès non seulement au texte de l'appel, mais également au lauréat. Et qui dit lauréat, donc dit le consortium, c'est-à-dire de potentiels partenaires pour répondre à ces appels à projets que vous pourriez contacter pour répondre à l'appel à projet si vous le souhaitez. Et également sur les données, puisqu'ils ont normalement, s'ils ont respecté les critères d'Open Science,
mis en place un site internet sur lequel ils ont développé un petit peu le détail de leur recherche et puis mis en place les quelques résultats de ces appels à projets. Donc un document très important pour nous pour répondre à des appels à projets. Voilà. Ici, alors je suis désolé, ce que je disais dans mon webinaire précédent. La planche n'est pas la bonne, mais je veillerai à la finaliser. C'est un petit peu la stratégie. On vous indique ici la stratégie que nous, PCN Cluster 3, visons à travers les différentes actions qu'on mène. C'est-à-dire que en gros, ici, c'est novembre 2023, c'est le moment où vous devez déposer votre dossier avec vos partenaires européens. Et donc, nous, on vous propose en fait une sorte d'accompagnement où d'abord, on vous présente des appels à projets sur lesquels dont vous pouvez prendre connaissance et vous dire que ça vous intéresse ou non. En mars, on va vous proposer de faire des pitchs, c'est-à-dire de vous présenter à la communauté qui est ici, qui nous écoute, et d'autres sur d'autres webinaires, pour dire, voilà, moi, je suis intéressé par répondre à cet appel à projet parce que j'ai cette technologie, j'ai ces chercheurs, j'ai ce réseau avec moi qui peut me permettre de répondre à ces appels à projet. Et donc, voilà ce que je propose. De là, vous pouvez vous identifier et puis commencer à créer des premiers liens, des premiers contacts pour imaginer de la réponse à un appel à projet. Ensuite, nous, on a identifié qu'il manquait d'académiques en général dans les appels à projets européens, d'académiques français qui participent. Donc, on organise un événement avec l'Agence nationale de la recherche pour impliquer plus d'académiques dans les appels à projets européens. Donc, ce sera à Marseille en mars, c'est public, et donc on aura toute une session sur les appels Horizon Europe pour les embarquer, en fait, pour les inciter à venir. Ici, ce ne sera pas le SMIG en avril, ce sera un événement français en fait qu'on va organiser au niveau du ministère. C'est un peu le SMIG français, appelons comme ça. C'est une sorte de brokerage event, c'est-à-dire que vous avez compris les appels, vous avez identifié peut-être un ou deux partenaires avec qui vous avez échangé. Ensuite, nous, on a identifié des académiques. Et ben, on va inviter tout le monde une journée ici, le 4 avril, au ministère, à venir concrètement réfléchir, avancer, discuter entre partenaires potentiels pour constituer des consortiums français en réponse aux appels à projets. Donc, c'est vraiment notre stratégie de faire en sorte que vous puissiez à la fin repartir, le cas échéant, s'il y a un intérêt. On n'est pas maître de tout, c'est pas nous qui faisons les consortiums, c'est vous. Mais en tout cas, on vous donne toutes les possibilités, toutes les conditions pour pouvoir identifier des partenaires potentiels en réponse aux appels à projets européens. Et une fois que vous avez ce noyau dur français, c'est là qu'on part sur des événements européens, le SMIG européen qui aura lieu le 10 et 11 mai. On vous donnera les dates, hein, vous inquiétez pas, sur une planche plus tard, le 10 et 11 mai, puis un autre événement de brokerage event qui devrait se passer à Bruxelles, j'imagine, fin juin, mais c'est vraiment qu'une présupposition de ma part, donc rien n'est sûr pour l'instant, rien n'est inscrit, dans lequel donc, vous pourrez trouver des partenaires européens, soit pour votre consortium, soit en essayant d'intégrer un consortium européen. Donc nous, on vous accompagne dans cette stratégie pour que vraiment vous puissiez avoir les meilleures conditions de réponse à ces appels à projets. Dedans, évidemment, ça n'est peut-être pas suffisant. Donc, on est bien évidemment à votre disposition pour des rendez-vous bilatéraux pour essayer de discuter sur ces appels à projets européens autant que de besoin. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. On vous donnera notre adresse mail. Je pense que vous l'avez pour la plupart et sur lesquels donc, vous pouvez venir nous parler sans aucun problème. Mais il existe aussi d'autres choses qu'on met à votre disposition par tous les tutoriaux qui ont été faits par le PCN juridique et financier pour vous aider à bien comprendre ou à bien déposer une proposition ou encore l'identification d'autres sources de financement pour vous aider à déposer des projets européens. Donc, tout ça, on est en mesure de vous le donner. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. C'est toujours je ne dis pas nécessaire, mais en tout cas bénéfique dans le cadre de la réponse à un appel à projet européen. Merci Gianfranco pour les TRL qui font beaucoup parler d'eux aujourd'hui. Quelques conseils avant de vous présenter les appels à projets, qui sont des conseils en fait qui sont disséminés tout au long du work programme de la Commission européenne. Je ne sais pas qui à part nous lit l'ensemble du work programme, mais au moins ça vous épargne un travail un peu fastidieux et ma foi pas toujours très intéressant. Ça dépend comment est-ce qu'on prend la chose. Mais donc des conseils que j'ai cru bon de repérer dans les différentes pages du work programme de la Commission européenne. Toujours prendre en compte les facteurs humains, le contexte social des appels à projets. C'est-à-dire que pour toute innovation technologique et ou sociétale que vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez le mettre en place dans un contexte culturel, économique, géographique, social particulier.
y compris à l'échelle européenne. Et pour qu'une solution soit acceptée, il faut qu'elle puisse répondre à un besoin réel des populations et à une vraie acceptabilité ou une vraie adaptation à ces populations. Donc, du coup, prendre en compte les facteurs humains, le contexte social, et par conséquent, l'intégration des chercheurs en sciences humaines et sociales est quelque chose qui est de plus en plus demandé par la Commission européenne et auquel il faut prendre garde. Nécessité aussi ou rappel assez fréquent de la Commission européenne de garantir, dans le cadre de votre réponse à un projet, le respect des droits fondamentaux, vie privée, protection des données. Un conseil aussi, lisez le plan stratégique sur lequel je mettrai un lien qui est en fait le document cadre pour ces appels à projets. C'est-à-dire que la Commission européenne a cette grande idée, le plan stratégique pour Horizon Europe, dans lequel sont déclinés et sont écrits les différents appels. Donc, relire le plan stratégique est une bonne chose. Toujours lire le programme de travail et les appels. C'est-à-dire que les appels, nous, on a notre lecture, notre synthèse, mais il faut vraiment en revenir au texte. C'est vraiment ce qui est le plus fondamental et il faut toujours en revenir au texte. Pour les Innovation Actions, pas d'entités chinoises qui sont éligibles pour la Commission européenne. Le Royaume-Uni, la question se pose toujours, ils sont sortis, est-ce qu'ils sont là? Oui, pour l'instant, on peut toujours faire en sorte de participer avec des entités UK. Néanmoins, mon conseil, c'est que veillez, comme on ne sait pas ce qu'il en sera de l'accord d'association en novembre 2023, veillez à faire en sorte que dans vos critères d'éligibilité, il faut qu'il y ait 3 pays membres ou associés. Veillez à ce que les entités UK ne fassent pas partie de ces 3 pays membres ou associés, parce que si d'un seul coup elles sont sorties, vous aurez un problème d'éligibilité. Donc ce serait dommage de rater l'appel à cause de la sortie du Royaume-Uni. Rappel aussi de la Commission européenne, application civile non militaire. Vous pouvez faire du militaire, mais pas dans le cadre d'Horizon Europe. Toujours prendre en garde aussi les appels financés précédemment, d'où le travail important du PCN, et démontrer également, c'est une demande de la Commission européenne, c'est pas un conseil du PCN, c'est vraiment une demande de la Commission européenne, démontrer comment votre proposition les prend en compte. Pour tout ce qui est géosatellitaire, utiliser Copernicus, et puis être en lien avec le CERIS, qui est la communauté des users du cluster 3, donc, qui est public, hein, donc, auquel vous pouvez participer sans aucun problème. Voilà. La Commission européenne a mis aussi beaucoup de documents en référence dans son work programme, donc on vous les a tous listés ici. Vous pouvez les contacter, vous pouvez les consulter autant que de besoin, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas forcément besoin. Alors de quoi vous n'aurez pas besoin, je ne sais pas. En fonction de l'appel à projet, vous n'aurez peut-être pas besoin de lire tous ces documents. Donc juste voilà, c'est une référence indiquée par la Commission européenne. Il nous a semblé bon de les centraliser ici. Et puis la Commission européenne, quand elle dit ne pas doubler la réponse à un appel à projet déjà financé, elle pense aussi à une certaine synergie des fonds, c'est-à-dire qu'il existe d'autres fonds pour la sécurité qu'on vous a indiqué ici. Donc ça peut être intéressant pour vous pour 2 choses, soit déjà de regarder si les thématiques sur lesquelles vous travaillez n'ont pas déjà été financées par la Commission européenne, et si, pourquoi pas, il n'y a pas aussi des possibilités de financement dans ces différents programmes proposés par la Commission européenne. Voilà. Donc on vous invite à regarder tous ces documents attentivement. Je vais passer, si mon navigateur le veut bien. Hélas, non. Ah, si, voilà. J'ai mis du temps, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, à la lecture de ces appels infrastructure résiliente, Resilient Infrastructure pour 2023, n'hésitez pas à me poser des questions, à lever la main, à me demander plus d'éléments sur ces appels à projets que je vais essayer que je vais pas essayer, mais en tout cas que je vais vous présenter ici. Donc 2 appels, j'avais publié en tête si c'était 2 ou 4, c'est donc 2 appels, 3 lauréats. C'est-à-dire qu'il y a un appel sur lequel il y aura 2 lauréats, ce qui arrive de temps en temps, mais je pourrais vous en dire plus après, pendant la session de questions-réponses. 14,4 millions d'euros, donc comme on l'a vu tout à l'heure, et ce sont 2 Innovation Actions. Je vous passe ici un peu rapidement ces détails, ce sur quoi les défis que la destination infra doit relever, et ce sur quoi elle doit travailler, mais ce sont en gros les grands objectifs, hein. C'est vraiment essayer d'assurer la résilience des infrastructures, des opérateurs, faire en sorte que les villes soient intelligentes, soient mieux protégées, et puis également pouvoir mieux se préparer
c'est un peu en filigrane dans le Work Programme, hein, mieux se préparer à des crises imprévues qui pourraient poser des problèmes de sécurité futurs, tels que ce qu'il s'est passé, par exemple, en Ukraine et l'agression de la Russie sur l'Ukraine en 2022. Donc, on est vraiment dans le côté résilient des infrastructures. Voilà. Alors très concrètement maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer voilà, au premier appel infra 0101 sur en gros permettre de la continuité des services essentiels dans toute situation. Alors c'est un appel qui est un peu large pour le coup, mais dans toute situation, et pour le coup la Commission européenne liste bien toutes les différentes situations dans lesquelles on doit pouvoir être résilient. L'idée de cet appel, de manière quasiment philosophique, si vous voulez, c'est de passer d'une sorte de comportement de protection à un comportement qui soit plus résilient pour les infrastructures. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut déjà déterminer, anticiper les différents risques pour la fourniture de services essentiels, et d'essayer de voir comment est-ce que cette continuité, cette anticipation, cette évaluation peut aussi amener à une plus grande coopération et donc peut-être une meilleure interopérabilité au niveau des États membres de l'Union européenne. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir garantir la résilience face à différents risques et de faciliter ce qu'on appelle une coopération stratégique entre toutes les entités critiques. Alors, pour les points importants, ici, la Commission européenne fait vraiment référence à ce EU Security Union Strategy pour 2020-2025, à l'agenda pour le contre-terrorisme, et puis également à d'autres directives qui ont été écrites en 2020, qui sont nommément citées dans le texte. Et donc, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs niveaux comment dire, de travail sur lesquels la Commission européenne a déjà pardon, je vois en même temps les conversations, a déjà proposé plusieurs documents, et donc sur lesquels il est nécessaire de revenir et de travailler pour pouvoir proposer une candidature qui soit la plus pertinente possible. Donc, l'idée est un peu large, un peu générale, passer donc de la protection à la résilience et essayer d'adresser toutes ces recommandations possibles de la Commission européenne. Pour le coup, ici, elle demande vraiment à ce que soient impliqués dans le consortium 3 government entities qui sont responsables de la sécurité. Et quand elle indique donc qu'il pourrait inclure des autorités de protection civile, j'y vois moi plutôt une forte incitation en fait à faire en sorte que des autorités de protection civile soient également impliquées dans ce consortium. Voilà ce que je peux vous dire pour cet appel à projet, qui me semble relativement clair, mais sur lequel il y a pas mal de niveaux de détail qui sont apportés dans le texte, et que je vous conseille quand même d'aller revoir pour bien prendre en compte, surtout au niveau de ces directives sur lesquelles donc, il y a un lien fourni par la Commission européenne dans ces appels à projets, et donc de bien prendre connaissance. Ce que j'ai identifié comme précédents appels à projets, au niveau des DRS, Disaster Resilient Society, en 2014 et 2015, il y avait énormément justement d'appels pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte de créer des infrastructures résilientes, ou en tout cas des modes de vie plus résilients, passer vraiment de la protection à la résilience. Donc, il me semble assez intéressant d'aller les voir, et j'aurais voulu être plus précis, mais il me semblait vraiment que tous ces appels-là pouvaient être intéressants. Donc, le lien que je vous donne ici vous donne accès en fait à tous les appels 2014-2015 de la destination DRS. Et en les lisant, vous pouvez voir ceux qui seraient le plus pertinents en fonction de vos intérêts. Voilà. Et donc, plusieurs autres appels qui sont plutôt SU, c'était Security Union. Donc, on est bien dans la stratégie de l'Union européenne de renforcer la sécurité au niveau européen. Voilà. Et évidemment, les calls infra 2021 et 2022 peuvent être intéressants. Voilà ce que je peux dire sur cet appel à projet, qui est quand même assez vaste. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors sinon, je passe au
au deuxième appel à projet. C'est assez facile avec 2 appels en même temps. Et ici, on est beaucoup plus sur les attaques cyber, sur les infrastructures. Évidemment, comme le commente ou comme le note la Commission européenne, les cyberattaques et les menaces cyber sont de plus en plus présentes. Elles peuvent être le fait d'entités gouvernementales, d'États ou bien de grandes agences ou de grands groupes qui souhaitent, pour des raisons ou autres, mettre à mal un système de santé, par exemple, ou un système politique ou autre. Et donc, il est nécessaire de pouvoir aujourd'hui de plus en plus être résilient par rapport à ces risques. Comme elle le note, hein, les actions peuvent être hybrides et elles peuvent être parrainées donc, par des États, par des terroristes ou par des pandémies ou des accidents tels que les accidents industriels. Et donc, ce que la Commission européenne demande, merci pour le texte, ce que la Commission européenne demande, c'est que les opérateurs aujourd'hui doivent être équipés en fait des meilleurs moyens possibles pour pouvoir alors prévenir, résister, absorber et récupérer, donc être résilient en fait des incidents perturbateurs qui soient causés par tous ces risques. Alors, je ne pourrais pas te dire, François, précisément sur la raison pour laquelle il n'y a pas ce projet, mais donc qu'on puisse en fait récupérer de tous ces risques qui sont causés donc par des accidents de terrorisme ou autres. Donc la question est de mettre en place en fait des mesures de sécurité, de cybersécurité efficaces pour bloquer et prévenir toute catastrophe envers les infrastructures critiques. Voilà ce que je peux vous en dire. C'est vraiment toujours cette idée, un passer d'une politique de protection à une politique de résilience et se consacrer sur des opérateurs qui agissent sur le marché intérieur. Voilà. Ce que dit ici la Commission européenne, c'est que les principaux praticiens qui, dans ce domaine, doivent provenir d'opérateurs privés ou publics, c'est-à-dire d'organisations et d'entreprises qui utilisent les infrastructures pour fournir des services qui sont vitaux pour le fonctionnement de la société et du marché intérieur. Donc, on peut logiquement penser à ce qu'on appelle les OIV, dont je ne pourrais plus décrire développer l'acronyme, mais qui me sembleront des opérateurs importants pour ces appels à projets. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. C'est un appel qui demande aussi à s'appuyer sur ce réseau de protection des infrastructures publiques et qui demande également à prendre en compte la participation effective des disciplines en sciences humaines et sociales. Alors, comme je vous le disais, à chaque fois, toute innovation technologique ou autre prend place dans des contextes économiques, culturels ou sociaux. Et étant moi-même, alors pour le coup, coordinateur de ce qu'on appelle le cluster 2, qui est aussi le cluster réservé aux sciences humaines et sociales, j'ai un peu plus de mal, je vous l'avoue. J'ai essayé de faire la recherche ou la compréhension de quels acteurs en sciences humaines et sociales on pourrait faire intervenir. Je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question, mais je vais essayer de pouvoir en discuter aussi avec mes collègues en SHS et de voir quels pourraient être les réseaux, par exemple, qu'on pourrait vous apporter pour réfléchir à ces projets, à l'implication donc des partenaires en sciences humaines et sociales. Voilà ce que je peux dire. Donc, sur cet appel qui se concentre beaucoup plus sur les infrastructures sur la résilience d'infrastructures critiques, mais sur les attaques cyber et non cyber. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu quelques messages passer, mais... Alors, je suis étonné, il n'y a pas de lien avec le projet Prétorienne à faire. Si tu peux nous en dire plus, François, n'hésite pas, je te donne la parole et puis en même temps, je peux prendre connaissance de... Le projet Prétorienne, en fait, c'est une copie parfaite de ça. C'était exactement la même chose. Il doit se terminer, je pense, cette année. Les résultats sont assez bons d'ailleurs. Et donc voilà, c'était juste le fait que pour une fois, il n'y avait pas de lien à faire avec eux, ce qui me paraît plutôt étrange pour une fois, mais voilà, sinon c'est typiquement le même projet de protection cyber, protection physique sur des lieux d'importance vitale. Le projet Prétorienne, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne?
Oui, tout à fait. C'est un projet infra qui doit Ouais, dater de 2021, je crois. écoute, pour le coup, c'est moi qui ne l'ai pas repéré, hein, donc je ne pouvais pas, je n'ai pas vu je n'ai pas vu où est-ce que, dans quel autre appel précédent on aurait pu retrouver le projet. Donc, je veux bien que tu m'envoies le lien, si tu veux, comme ça, je pourrais le remettre sur cette slide, si tu veux bien. Sans problème. Merci On François. envoie ça par email. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, Marie, bonjour Marie. Concernant le premier appel infra, quand on évoque, alors on va le remettre, le premier appel infra. En toute situation dans laquelle mesure excellente question, Marie. Quand on évoque la notion de continuité des services essentiels en toute situation, dans quelle mesure, selon vous, peut-elle rejoindre celle de continuité d'activité qui s'applique aux OIV en France, tels que les aéroports, par exemple? Je ne peux pas répondre facilement à cette question, Marie. Il faudrait qu'on puisse en discuter et que je revienne sur le texte de l'appel. Je lis par exemple une perturbation affectant la fourniture de services par un opérateur dans un secteur peut avoir des effets en cascade sur la fourniture de services dans d'autres secteurs et aussi potentiellement dans d'autres États membres ou dans l'ensemble de l'UE. Donc ça me semble assez clairement pouvoir concerner les aéroports, hein, bien entendu. Voir comment est-ce que vous souhaiteriez, vous, l'intégrer ou comment est-ce qu'il pourrait s'intégrer en tant que use case, hein, par exemple, dans cet appel à projet, ça me semble tout à fait important. Donc, si tu veux, Marie, on peut en rediscuter, mais ça peut être l'occasion peut-être de se dire que tu pourrais pitcher en mars pour présenter un petit peu qui vous êtes et essayer de voir si ça peut intéresser d'autres personnes pour pouvoir s'intégrer dans la réponse à cet appel à projet. Ouais, si je peux me permettre D'accord. une remarque, est-ce qu'on m'entend Bien ou pas? sûr. On vous entend très bien. Oui, donc c'est Benoît. Alors simplement, là, ça parle de services essentiels. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les OIV, c'est une réglementation française, donc c'est opérateur d'importance vitale. Et au niveau européen, il y a une directive qui s'appelle NIS, qui a été actualisée récemment, Tout à donc fait. qui désigne des services essentiels. Donc en Tout fait, à c'est fait. deux notions qui se rejoignent assez largement, c'est pas exactement les mêmes choses. Mais pour moi, c'est plus une question de terminologie, mais en tout cas, un OIV, un OSE, c'est quand même essentiellement la même chose. Enfin, c'est juste qu'il y a une réglementation française et une réglementation européenne. À mon Et avis, c'est... Tout à fait. excusez-moi, oui, Oui, pardonnez-moi, oui, bien bonjour, vous sûr. disiez, excusez-moi, les deux notions merci pour l'éclairage, Je se vous en prie. rejoignent entre OIV et Nice, vous disiez? Alors, en fait, les OIV, donc c'est une terminologie Oui, française, tout à donc c'est fait, la loi de oui. programmation militaire Mhm, qui définit ça. mhm. Et en fait, les OSE, opérateurs de services essentiels, OSE, d'accord. c'est une notion qui est définie par la directive Nice de l'Union européenne, alors qui est plus axée cyber que protection physique. Mais Et qui ne l'exclut pas pour autant, c'est ça? ah bah, de toute façon, quand vous parlez de cybersécurité, si votre ordinateur il est physiquement accessible, je veux dire, c'est fini. Enfin, dans la cyber, il y a toujours aussi un aspect protection périmétrique, même s'il y a le logiciel. Mhm, d'accord. À mon avis, c'est juste que voilà, là, ils mettent service essentiel, mais ça pourrait être activité vitale, opératoire d'importance vitale. Enfin, c'est une question de terminologie, parce que là, c'est la commission. Donc, ils D'accord. reprennent les termes dans lesquels eux, ils édictent la loi. Mais en tout cas, à mon avis, c'est. Enfin, je pense que les listes sont très largement. Enfin, se rejoignent, quoi. D'accord, d'accord. Merci en tout cas pour l'éclairage, merci. Je vous en prie. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, s'il n'y a pas de questions. Le micro est coupé. Excusez-moi, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, mais on peut faire une séance de questions-réponses après. Je vous indique ici la liste des appels 2024. Je m'excuse, c'est très petit. Je remettrai en plus grand sur les prochains, sur la salle que je vous enverrai, donc que j'ai du mal moi-même à lire. Ici, je me rappelle que c'était un appel sur la détection en temps réel. Sur les menaces, et puis celui-ci, oui, plutôt sur les villes. Voilà. Plutôt sur les villes. On a les textes, on en a fait une première analyse, donc on peut aussi vous les redonner sans aucun problème dans un second temps.
Ce que je voulais vous dire aussi, qui me semble important pour aller plus loin, c'est que donc, nous mettons aussi à votre disposition donc, plusieurs liens qui peuvent être utiles, notamment le lien vers le site de la Commission européenne du Funding and Tenders portal, sur lequel donc, vous retrouvez toutes les informations officielles pour ces appels à projets, le portail français pour Horizon Europe qui vous apporte énormément d'éléments pour pouvoir accompagner votre candidature, possibilités aussi de financer, si vous répondez en tant que coordinateur à un appel à projet, justement votre réponse, soit par l'ANR pour les entités académiques, soit le DIAC TPI de BPI France qui vous permet d'avoir de l'aide pour une prestation d'accompagnement par un expert pour répondre à cet appel à projet en tant que coordinateur. Donc, tous les liens vous seront donnés dans cette fiche. On vous suggère aussi de devenir expert évaluateur. L'expert évaluateur, c'est vous vous inscrivez sur le site officiel de la Commission européenne. En fonction des différentes thématiques ou de l'expertise que vous avez, vous pouvez être invité à expertiser des appels en réponse aux appels à projets européens. Alors, vous ne pouvez pas déposer et en même temps être expert sur l'appel sur lequel vous avez déposé. Donc veillez à bien voir quelle est la stratégie que vous pourriez privilégier. Et c'est assez intéressant parce que en devenant expert, vous pouvez aussi comprendre, avoir accès à la mécanique, à l'ingénierie de dépôt de l'appel à projet, et de l'évaluation aussi par la Commission européenne, ce qui, pour une première participation, peut aussi être intéressant. Peut-être avant de se lancer en tant que coordinateur, par exemple, ça peut être intéressant de savoir concrètement comment est-ce que la Commission européenne fait pour évaluer des appels à projets. On vous propose aussi de participer alors, au GTN. Le GTN, en fait, est animé par le RCP, le représentant au comité de programme. Et le GTN, c'est un groupe thématique national, donc il en existe un sur le cluster 3. Et ça permet en fait aux représentants au comité de programme, qui ensuite va défendre la position française au niveau de la Commission européenne, d'avoir le sentiment, le retour, comment on peut dire, la critique, l'évaluation en fait du programme de travail tel qu'il est émis par la Commission européenne en mode brouillon de la communauté française. Donc, on vous soumet en fait des informations sur lesquelles on vous demande de réagir, et puis ensuite, nous, on essaie de faire remonter ça à la Commission européenne. Ce qui peut être intéressant parce que ça peut vous permettre peut-être soit de proposer un topic, ça arrive assez rarement, mais sinon, en tout cas, de pouvoir essayer d'influencer à la marge l'écriture des appels à projets pour pouvoir mettre un petit peu ce que vous savez faire. Donc, ça peut être intéressant de rejoindre le GTN et le lien sera mis sur cette slide. Ici aussi, peut-être une slide pour vous dire une planche pour vous dire que nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'autres collègues sur d'autres thématiques intéressantes. Donc, ça nous permet, nous, de pouvoir aussi échanger avec eux sur les bonnes pratiques, mais aussi sur les différentes possibilités qu'il pourrait y avoir. Donc, vous pourriez, par exemple, en fonction des différentes technologies que vous portez ou de l'institution que vous êtes, être intéressé par d'autres appels ou d'autres thématiques. Sachez que nos homologues sont aussi tout à fait aptes à pouvoir répondre à toutes vos questions sur l'industrie, le numérique, l'espace, le climat, l'énergie, la mobilité ou autre. Ils font aussi la même chose que nous. Voilà, et donc pour vous dire que nous sommes donc une équipe à votre disposition, Jean-Florian Baquet-Roulet et puis Frédéric Perlan qui sont membres également du PCN Cluster 3, et que vous pouvez nous écrire à cette adresse pcnsécurité@recherche.gouv.fr pour nous poser toutes questions auxquelles on essaie de répondre autant que faire se peut. Normalement, on essaie d'apporter une réponse à tout le monde, même si je sais que j'en dois à certaines d'entre vous. Mais ça ne devrait pas tarder, je l'espère. Et puis, on peut aussi faire des rendez-vous bilatéraux pour pouvoir répondre concrètement à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les appels à projets. Voilà. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement, mais si vous voulez de rester là aussi pour pouvoir vous donner un dernier